Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être avec nous, secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. Ministère créé, vous le rappelez dans votre livre, au moment de la nomination de Jean Castex à Matignon. On va revenir sur vos fonctions. Vous publiez un livre et après, pour un capitalisme citoyen, on y reviendra aussi. Mais d'abord, cette lettre aux jeunes que vient d'adresser Emmanuel Macron aux jeunes, aux 16-25 ans, il y a quelques minutes sur Facebook. Il confirme le lancement d'un revenu d'engagement, rebaptisé contrat d'engagement jeune à partir du 1er mars. D'abord, jusqu'à 500 €, dit-il, conditionné. Jusqu'à 500 €, ça veut dire que ça n'est pas forcément 500 € qui seront alloués. Exactement. Ça peut être moins. Ça peut être un peu moins et ça peut aller jusqu'à 500 €. Vous avez raison de revenir sur le terme revenu. Ça n'est pas un revenu comme on a pu en connaître par le passé, c'est un contrat. L'idée, c'est que ce soit un contrat d'engagement entre le jeune qui est extrêmement éloigné de l'emploi, c'est eux qu'on vise, ou de la formation, et l'État. Une formation, 15 à 20 heures de formation à peu près, moyennant une aide financière pouvant aller jusqu'à 500 €. Corrélé, conditionné, je dirais, à l'assiduité et à l'engagement du jeune dans cette formation pour qu'il parvienne à trouver un emploi. C'était une idée de longue date, on la met en œuvre. C'est très contractuel, vous venez de le dire, très conditionnel, alors qu'Elisabeth Borne avait elle-même parlé, ministre du Travail, c'est elle qui cornaque, on va dire, ce projet. Elle avait parlé de revenus universels. C'est plus du tout universel, c'est très conditionnel. Pourquoi avoir limité les conditions? Parce qu'il y a déjà énormément de dispositifs, et d'ailleurs Elisabeth Borne les anime et les met en œuvre depuis bientôt 2 ans, notamment Un jeune, une solution. Ce dispositif, c'est 9-10 milliards d'investissements d'État. On parle ici de politiques massives en faveur des jeunes et bien légitimes. Il y a d'autres dispositifs existants. Il y avait la garantie jeune, vous vous en souvenez, qui était opérée par les missions locales. Il y avait parce que l'idée, c'est la nouvelle garantie jeune. Le contrat d'engagement a vocation à accompagner ceux qui étaient accompagnés par la garantie jeune et extrêmement éloignés de la formation et de l'emploi. C'est important ce que vous dites. C'est la nouvelle garantie jeune, en fait. C'est pas un dispositif qui s'ajoute à la garantie. Non, parce qu'il y a un souci, Elisabeth Borne, Bruno Le Maire et le président de la République, évidemment, c'est de la clarté dans les dispositifs et de pas... aligner les dispositifs, les sédimenter les uns sur les autres. Ici, c'est un dispositif pour les jeunes qui sont plus éloignés de l'emploi, peut-être que ceux qui candidatent à Un jeune, une solution sur la plateforme, qui ont besoin de formation, qui ont parfois besoin de motivation, besoin de trouver leur voie. Et donc, c'est un dispositif qui est plus ciblé pour ceux qui sont, encore une fois, extrêmement loin de la formation, et Dieu sait s'il y en a, et de l'emploi. Donc c'est vraiment ciblé, c'est plus relatif qu'universel, c'est un peu moins large que ce qui avait été prévu, mais l'avantage, et en politique économique c'est important, c'est de cibler son dispositif. Les dispositifs très larges, en réalité, attrapent moins de jeunes. Il faut cibler le dispositif. Vous aviez aussi peur que la droite vous accuse de faire un RSA jeune? Oui, il n'y a pas que la droite d'ailleurs. De l'assistanat, vous aviez peur de ça? On n'a pas peur de ça. Ça fait 4 ans et demi qu'on met en place des dispositifs. Les attaques en assistanat, elles sont un peu moins fréquentes. Vous l'avez remarqué dans le débat politique depuis quelques mois. En tout cas, moi, je trouve depuis 1 an et demi, 2 ans. Notamment sur le service public, sur l'accompagnement des plus fragiles. Parce qu'on sort aussi, on est en train de sortir d'une période extrêmement difficile avec la crise sanitaire, qu'on s'est bien rendu compte de la situation de nos jeunes, et qu'aller parler assistanat à des jeunes dont on a vu à quel point ils avaient besoin d'être accompagnés et dont certains n'avaient pas d'aide de leur famille, etc., ça devient beaucoup plus délicat. Moi, j'ai pas beaucoup entendu assistanat, des attaques en assistanat. Le RSA jeune, la droite a beaucoup dit. Oui, mais c'est facile de dire, on y reviendra j'espère, sur la droite. Ça n'est pas le RSA jeune. C'est un dispositif qui est un contrat d'engagement. L'État signe un engagement avec le jeune. Ça n'est pas un revenu et rien. C'est un contrat, un revenu, une formation. Pourquoi le contrat d'engagement, pourquoi le E marcherait mieux que le I du RMI ou le A du RSA? Pourquoi est-ce que ça réussirait cette fois à mettre le pied à l'étrier à l'emploi, alors qu'on sait bien que le RSA, c'est beaucoup trop compliqué? C'est compliqué, mais là, c'est accompagné, si vous voulez. L'engagement, il est accompagné. Ce sont les missions locales qui vont accompagner ce contrat d'engagement, qui sont en prise avec les jeunes sur le terrain, qui ne sont pas dans les ministères, qui sont des acteurs de terrain. Et donc, l'idée ici, c'est vraiment d'être dans un revenu d'engagement très opérationnel et non pas dans un revenu d'insertion sans engagement, je dirais, ou d'accompagnement sans insertion, sans formation. C'est vraiment beaucoup plus accompagné, ciblé. Et c'est très important, encore une fois, en politique économique, cette cible que sont les jeunes extrêmement éloignés de l'emploi. Tellement ciblé qu'on peut rater la cible.
Précisément, Non, c'est l'effet pervers, vous le savez. Oui, on mais il y a n'arrive pas à toujours les des effets atteindre, et pervers. c'est tellement Quand conditionné. c'est très large, on loupe aussi ses cibles. Là, je crois que c'est assez bien ciblé. Je vais vous dire, c'est le fruit, pour répondre à votre question originelle, d'un compromis, d'un consensus. Je sais que le compromis a mauvaise cote, mais moi je le défends ardemment, entre la position de la ministre du Travail, qui est effectivement très engagée sur ces sujets, la position aussi de Bercy, qui observe l'investissement incroyable et légitime, Oui. soyons clairs, en Et qui faveur dit des jeunes. attention au budget, il ne faut pas que ce soit trop cher. En même temps, et on va y arriver, dans quelques minutes, peut-être aujourd'hui, mais sinon demain, on va me questionner aussi sur la dette, le déficit, la situation de la France, peut-être l'irresponsabilité de ce gouvernement. Donc vous confirmez qu'il y avait des l'équilibre. considérations budgétaires. Mais je vous dirais même heureusement. Que ça ne bénéficie pas à 1 million comme prévu, mais à 500 000 jeunes. Heureusement, Ce sont et pour moi... des questions. Vous l'assumez, forcément. Ah bah il faut l'assumer, le cas échéant, Moi je pense qu'il faut être dans l'équilibre d'un engagement extrêmement fort à l'endroit des jeunes, l'équilibre d'une mesure que nous pouvons financer et mettre en œuvre. A contrario, Xavier Bertrand, il y a quelques minutes sur France 2, a dit Emmanuel Macron fait campagne avec le chéquier de la France. Oui. Faut que je réagisse. C'est un soupir. Ah Non, bah, mais... Oui, parce que c'est un possible adversaire d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Oui. Et donc il pas n'est pas le seul à dire que Emmanuel Macron est en campagne sans être candidat. Moi je dirais deux choses. Un, Emmanuel Macron, à mon sens, n'est pas en campagne. Emmanuel Macron, aujourd'hui, continue à déployer une politique qu'il a annoncée. Le revenu d'engagement, vous voyez, on en parle, on le fait, ça fait des mois qu'on en parle. Les retraites agricoles, par exemple, qui sont mises en œuvre depuis quelques jours, la loi Chassaigne, sur laquelle la majorité s'est engagée, c'est une réalité. C'était il y a 5-6 mois dans les tuyaux, c'est fait. On ne me dit pas la loi Chassaigne et l'augmentation des retraites minimum des agriculteurs, on fait campagne avec un chéquier, vous voyez. Toutes les annonces depuis la fin août, non, rien à voir avec la campagne, rien à voir. Non, on conduit le pays, et le président l'a dit, jusqu'au dernier quart d'heure. Et je comprends que vous indexiez, notamment les médias et les opposants politiques, tous les gestes, les faits et gestes du président de la République à l'aune de la campagne. Ça n'est ni ma lecture, ni ma pratique au sein du gouvernement. Ça n'est pas ce que j'entends tous les mercredis au sein du Conseil des ministres. Revenons sur Xavier Bertrand et le chéquier des Français. Alors, deux petites mesures. Donc Xavier Bertrand, je rappelle, parce que on est de bonne heure, certains se réveillent, donc il n'était plus chez les Républicains. Il revient chez les Républicains, enfin on ne sait pas trop, mais pour obtenir l'investiture qu'il espère d'un parti qu'il a cartonné il y a quelques années et qu'il a méprisé. Tout le monde peut changer d'avis. Ouais, enfin là c'est un gros changement d'avis, c'est même un changement de cap 360, mais après, pourquoi pas. La prime on va pas batailler, mais il y a pour eu des changements de cap l'accompagnement aussi au de gouvernement. l'emploi, c'est la prime du travail par exemple. Oui. C'est en réalité la prime d'activité que nous avons généralisée depuis janvier 2019. Et il nous explique qu'il va la financer, que ça coûtera 5 milliards de plus que ce que ça coûte aujourd'hui à peu près la prime d'activité. Et il nous explique qu'il va couvrir les indépendants. Mais il vous explique pas comment il budgète ça, par exemple. Ça, si c'est pas faire campagne avec des promesses non financées, je ne sais pas ce que c'est. Deuxièmement, une petite chose, mais vous savez, le Parlement, on nous a beaucoup critiqué sur le Parlement, sur le fait qu'on n'écoutait pas assez le Parlement. Moi, j'en viens, donc je suis très sensible aux propositions des parlementaires. J'ai été député bien plus longtemps que ministre, 3 ans et demi, aux finances. Avec Laurent Saint-Martin, on a fait un calcul il y a quelques semaines, 18 octobre. 20 amendements LR, plus de 30 milliards d'euros de dépenses. Alors, il y a ce qu'on vous dit sur les plateaux. Le président de la République fait campagne avec un chéquier. Il y a ce qui est dit au perchoir, comme on dit, à l'Assemblée nationale. Des dépenses et des dépenses et des dépenses. Ce sont les mêmes représentants des Républicains. Donc je pense que c'est une position assez schizophrénique. Et plutôt que de dire il fait campagne avec le chéquier des Français, j'aurais attendu de lui, après 4 ans et demi d'opposition, ça laisse le temps de réfléchir, c'est l'avantage, des propositions plus fortes en matière d'emploi, de rémunération, et pas une sorte de réchauffé de ce que cette majorité a fait depuis 4 ans et demi. Alors qu'est-ce que vous faites, vous ? Ça vous vexe si on vous dit qu'on ne sait pas très bien quelle est votre action au gouvernement ? Non, moi j'ai d'autres défauts que la susceptibilité. D'abord, c'est Donnez-nous un exemple de ce que vous avez j'en ai fait, un seul, ça suffira, et qui a eu un impact sur la vie des Français. Alors, je vais vous dire, par exemple, ce que j'ai fait en matière sur les associations. J'ai mis en place un plan de financement pour les associations. Vous savez que les associations ont été très, très touchées pendant la pandémie du Covid, que nous les avons aidées, 1,5 milliard d'euros de fonds de solidarité pour les associations françaises. J'ai mis en place des mesures qui font que dans les mois qui viennent, là, dans les prochains mois, les Français, comme vous et moi, qui avaient une assurance vie, et les Français sont nombreux à avoir de l'épargne, on le sait, vont pouvoir orienter une partie de leur argent, de leur épargne, de leur assurance vie, en faveur d'associations qu'ils souhaitent soutenir. Voilà une action très concrète
qui est en faveur des associations, mais on sait l'attachement des Français. Faire en sorte que vous, moi, chacun puisse donner directement de son épargne à des associations de façon beaucoup plus simple, en 1 minute. À l'économie solidaire et sociale, vous êtes évidemment sensible au pouvoir d'achat, qui est un sujet. Bercy avait publié une magnifique étude il y a quelques semaines pour vanter l'action du mandat d'Emmanuel Macron, plus 4% sur l'ensemble d'augmentation du pouvoir d'achat. C'était plus que les prédécesseurs. Le souci, c'est que les Français ne le sentent pas. Est-ce que votre erreur n'est-elle pas de croire justement qu'on gouverne avec des statistiques? Est-ce que vous n'êtes pas encore plus techno que les autres au gouvernement? Les statistiques ont un mérite, c'est d'essayer de refléter une réalité. On ne fait pas de la politique avec des statistiques, surtout que les statistiques, on peut les faire parler. Et surtout que ce sont des moyennes. Mais je peux vous en sortir d'autres, des études. Il n'y a pas que celle de Bercy, il y a celle de l'OFCE, il n'y a pas très longtemps, avec les fameux 330 € d'augmentation du pouvoir d'achat depuis 2017. Il y a une réalité économique, c'est l'avantage à Bercy, c'est qu'on la voit sous nos yeux. Et après, il y a le ressenti du pouvoir d'achat. Il y a ce qu'on a effectivement fait, qui n'est pas qu'une petite prime du travail, mais qui est tout un dispositif, 50 milliards de baisse d'impôts sur ces 4 ans et demi, tout en maintenant, avant le Covid, un déficit sous les 3%. Comment vous expliquez que les Français ne le sentent pas, Olivier Grégoire? Si c'est leur préoccupation majeure aux Français, c'est qu'ils voient leur pouvoir d'achat renié. Je crois d'abord, le pouvoir d'achat est un sujet, comme d'autres, qui est, je dirais, sans fond. On n'en fera jamais assez sur le pouvoir d'achat. Donc, il y a tout ce qu'on a fait, mais que les gens aient le sentiment que ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas les gens qu'il faut remettre en cause. Les gens ont raison, c'est leur perception qui compte, c'est pas ce que nous avons fait. Mais c'est aussi leur réalité. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train d'augmenter. Ouais. Et vous le savez très bien. Je l'avais dit il y a quelques semaines, il n'y a pas que le carburant. C'est pour ça qu'on a fait une indemnité inflation et pas carburant. On parle aujourd'hui de la farine de blé, de l'augmentation du prix du pain, des pâtes, de l'augmentation du prix du vin. Vous allez en entendre parler pendant les fêtes. Et tout ça, c'est une réalité. L'habillement, les meubles, 4% d'augmentation. Les Français le vivent. Et donc, oui, on a peut-être un peu plus, mais la vie est plus chère. Donc, il y a ce ressenti, effectivement, et c'est à ça qu'il faut qu'on continue de s'atteler. Mais le fait que le gouvernement... Est-ce qu'il y a des négociations salariales? Est-ce que les entreprises et les branches font le job, comme on dit? Je crois qu'à la suite des échanges qu'on a pu avoir avec Bruno Le Maire et les branches, un certain nombre de branches font le boulot. Merci de rappeler, d'ailleurs, Elisabeth Martichoux, qu'il n'y a pas un bouton magique où on appuie pour augmenter tous les salaires. C'est des négociations de branches. En ce moment, par exemple, c'est plutôt... positif avec la branche hôtellerie-restauration. Les acteurs sont en train de s'organiser pour rémunérer plus. Ça n'est pas le cas et ça n'est pas possible dans tous les secteurs économiques qui ont parfois des difficultés de marge et à préserver leur marge. Donc tout l'enjeu, c'est... L'équation est passionnante, c'est d'ailleurs celle qui est dans mon livre. Il y a, pour augmenter le pouvoir d'achat, vous avez 2 grosses manettes. Vous avez la manette fiscale, baisser les impôts. On l'a fait, 50 milliards de baisse d'impôts. La baisse sur l'IR, la baisse sur la taxe d'habitation. Et ensuite, il y a l'augmentation des salaires. Mais ça n'est pas le politique qui peut, par injonction, dire tous augmenter. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Il peut éviter de dire aux Français que leur pouvoir d'achat a augmenté alors qu'ils ne le ressentent pas et parce qu'ils ont des... Mais pourquoi ce qu'on appelle des dépenses contraintes qui ont fortement augmenté. Oui, mais est-ce que c'est une raison pour mettre un mouchoir sur 4 ans et demi d'action résolue en faveur du pouvoir d'achat? Je ne le crois pas. Être capable d'être un peu dans la finesse, et les Français sont ni dupes, ils sont plutôt fins, ils peuvent tout à fait entendre qu'on a fait des efforts et qu'il y a eu énormément d'efforts et que pour autant, il y a cette inflation qui est en train d'augmenter et qu'il faudra peut-être en faire plus et nous ferons des propositions dans les mois qui viennent. Quand il sera candidat, puisque vous dites que pour l'instant, il est fait pas campagne. C'est le mérite de la cohérence, exactement, en 22. Vous dites dans votre livre, dans la préface, il y a une préface d'Emmanuel Macron et puis ensuite il y a la vôtre. Et vous écrivez: contre la tentation populiste ou l'abstention, il est urgent de refaire société et cela passe avant tout par refaire l'économie. Le chômage baisse, tant mieux. La croissance revient, tant mieux. Les revenus ont été maintenus, tant mieux. Zemmour fait un tabac. Cherchez l'erreur, non? Comment est-ce que vous pouvez dire qu'on refait société par l'économie? Voilà bien un débat que j'aimerais bien avoir avec Éric Zemmour un jour, puisque je vais passer par le détour Zemmour pour répondre à votre question. En fait, Éric Zemmour pose un problème, un diagnostic. Moi, je suis quelqu'un d'assez direct, et quand un tel diagnostic rencontre l'opinion, on peut se cacher comme ça derrière son petit doigt, on peut aussi se dire ça correspond à une réalité. Et moi, je ne suis pas sourde à cette réalité, et je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Et vous pourriez débattre, pas comme Anne Hidalgo qui disait sur LCI dimanche. Je pense qu'il va falloir débattre. Il va falloir débattre. Calmement, proposition contre proposition. C'est pas la bonne stratégie, celle d'Anne Hidalgo ? De dire réveillez-vous et je ne veux pas débattre avec lui. Et là, la sienne, je respecte la femme, je suis d'accord en rien avec la politique qu'elle est. Ça n'est pas ma vision.
J'ai changé aussi, j'ai évolué. Vous m'auriez posé la question il y a 10 ans, j'aurais peut-être pas eu le même avis. Aujourd'hui, je crois qu'il faut répondre, point par point, à ces allégations, pour certaines complètement mensongères sur la société française. Je crois que le diagnostic qu'il pose, le caractère aigri de cette population, je ne crois pas que ce soit aujourd'hui l'état de la France. Et d'ailleurs, il y a un livre très intéressant. Ce sont des aigris, ceux qui s'intéressent à Zemmour? Je crois que la politique que propose Éric Zemmour est une politique aigrie, de repli sur soi, de renfermement, de la France d'hier et pas de la France d'aujourd'hui ni de demain. D'ailleurs, on le voit dans des ouvrages sociologiques qui viennent de paraître par des sondeurs assez solides comme Jérôme Fourquet. On voit que ce que veulent les Français, c'est une maison, une piscine, une voiture, un chien, voyager. C'est pas être replié chez eux. Bon, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a quand même une grosse arnaque, Zemmour, en se cachant quelque part derrière le phénomène migratoire, la problématique immigration. Avec Zemmour, c'est simple, c'est peu importe la question, la réponse c'est immigration. C'est très facile parce que ça t'évite une chose, ça t'évite de te confronter à tout ce qu'on vient de se dire ce matin. Et les jeunes, l'insertion des jeunes, monsieur Zemmour, et l'environnement, monsieur Zemmour, et l'indépendance, la dépendance des personnes âgées qui nous attendent. Ça lui évite de répondre à des questions précises. Mais le pouvoir d'achat, qui a interrogé aujourd'hui Éric Zemmour en lui disant « Ça va venir, mais il sera candidat ». Eh ben, c'est ce que j'attends. Mais moi, ce que je pense, c'est que la voie qu'il propose est une voie de garage pour la France et qu'aujourd'hui, l'ensemble des problématiques auxquelles nous devons répondre, c'est normal et c'est légitime, l'hôpital, la dépendance, l'écologie, le pouvoir d'achat, la jeunesse. Que dit M. Zemmour à l'endroit de ces grands défis qui nous attendent dans les prochains mois? Ça ne peut pas être l'immigration, la réponse à tout, ou le refus de l'immigration. Un mot. Arnaud Montebourg, sur LCI dimanche, affirmait que le gouvernement avait tout à gagner dans l'éruption de ce candidat. Il vous accusait en somme d'être complice de cette candidature. Qu'est-ce que vous dites? C'est toujours un peu la même rengaine. On était complice il y a un an et demi de favoriser Marine Le Pen au second tour. Moi, j'aimerais bien que Arnaud Montebourg soit complice de la remontada de la France qu'il appelle de ses voeux, non pas en proposant là aussi des mesures d'hier, mais en faisant des vraies propositions. Il y en a une sur laquelle on peut se retrouver, elle est en filigrane dans mon ouvrage, le partage de la valeur, la notion de dividende salarié, voilà quelque chose qui porte, qui l'étaye, qu'il le porte, et portons des solutions plutôt que des constats assez éculés qui ne font pas avancer en réalité le pays. Publier un livre à quelques mois d'une présidentielle, certains disent que c'est une façon de se pousser du col. Ouais, je trouve ça dommage. Et l'expression ne me plaît pas. Donc, comme je suis direct, je vais vous le dire. Je publie un livre parce que c'est 3 ans et demi d'engagement sur la politique économique du gouvernement, depuis l'Assemblée nationale, depuis la loi PAC, la vice-présidence de la Commission des finances, aujourd'hui à Bercy. Ça n'est pas moi, ma vie, mon œuvre qui n'intéresse personne. C'est quelques idées en faveur d'un capitalisme rénové, plus citoyen, plus solidaire, que je crois Emmanuel Macron porte assez fort. On l'a vu au G20 avec la taxation des multinationales. Je relisais encore avant d'arriver ce matin l'expression de Jean-Luc Mélenchon il y a 1 an et demi, 2 ans à ce sujet, qui disait mais si c'était le cas, je serais le premier à m'en féliciter. J'ai vérifié, j'ai pas vu un tweet de félicitations. Mais c'est surtout un moyen de rappeler ce qui a été fait, ce que je pense qu'on pourrait faire dans les prochains mois. Dernière question, vous allez avoir un bébé. Pour beaucoup de femmes, c'est une charge mentale. Ouais, moi aussi. Est-ce que vous avez la chance d'avoir un homme déconstruit, comme dit Sandrine Rousseau? Moi, je cloisonne beaucoup, donc il ne faudrait pas que je sois ému. Non, mais j'ai un homme totalement construit. C'est très ancien monde de dire ça. J'ai un homme. J'ai un homme, je suis de l'ancien monde et je l'assume. J'ai un homme totalement construit et qui contribue très clairement à ma propre construction en me soutenant. C'est pas votre beaucoup. truc, la déconstruction? Je suis pour une égalité femmes-hommes positive et pas belliqueuse. Et je n'ai absolument rien en la matière à partager avec les propos de Sandrine Rousseau, que je respecte là aussi en tant que femme, mais ça n'est absolument pas mon point de vue. Je pense même que je ne serais pas en matinale et de bonne humeur si j'avais pas l'homme que j'ai à la maison. Donc l'homme peut être aussi partie prenante de sa propre construction de femme. Merci d'avoir été ce matin sur LCI, Olivia Grégoire. À bientôt. À bientôt. Bonne campagne si Mais oui. vous êtes en situation.